Très bien, on va démarrer. Merci à tous de nous retrouver pour cette première conférence de la semaine, animée par la communauté Léonard, comme chaque jour à 14 heures et en live, pour nous permettre de maintenir avec vous les échanges réflexifs et créatifs durant toute la période du confinement. Pour rappel, ces conférences quotidiennes d'une trentaine de minutes ont été résolument souhaitées par Léonard, la plateforme de prospective et d'innovation de Vinci, mais aussi, et nous les en remercions, par la Fondation Vinci, la Fabrique de la Cité et le lab Recherche et Environnement. Pardon. Qui tous vous accueillent donc en direct chaque jour pour une rencontre avec celles et ceux qui conçoivent et imaginent la ville et les infrastructures de demain. Lors de ces moments d'échange, il est fréquent référent à la crise sanitaire et à ses répercussions, tout comme il peut être question de sujets différents qui nous permettent de garder la liberté de faire des pas de côté vis-à-vis de l'actualité. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de l'une de nos rubriques qui vous est proposée chaque semaine, Préparer demain, et qui a vocation à initier les premiers échanges et questionnements sur le jour d'après la crise pour dérouler les scénarios envisageables pour demain. Il sera donc question aujourd'hui des véhicules autonomes et de la place particulière qu'ils semblent investir depuis le début de la crise sanitaire et l'injonction à la distanciation sociale. Pour préciser le sujet, j'ai le plaisir de passer la parole à Pierre Delègue. Pierre, tu es directeur de projet mobilité autonome connectée et électrique chez Léonard et tu vas nous détailler quelles sont les promesses et les défis que draine avec lui le véhicule autonome à l'heure de la crise et quel rôle les véhicules autonomes jouent dans la mobilité des biens et le maintien de la logistique urbaine. À toi, Pierre. Très bien, je vais tenter de faire ça. Merci Camille. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Ok, donc si tu m'entends bien, je suppose que les autres également. Je vais vous partager immédiatement mon petit support de présentation. Donc, comme l'a dit Camille, bonjour à tous déjà. Moi, je suis directeur des projets de mobilité autonome, connectée et électrique pour Léonard. Je m'arrête une petite seconde pour voir si vous me voyez. Oui, normalement, c'est bon. Petite seconde. Voilà. Et ne connaissant pas exactement la composition de l'audience aujourd'hui, je vais me permettre quelques rappels qui seront peut-être des enfoncements de porte ouverte pour certains de vous qui sont du secteur de la mobilité autonome, mais qui, je pense, sont quand même nécessaires. Je passerai quelques minutes après pour vous parler des rôles au pluriel de l'infrastructure au service de la mobilité autonome. Et puis, quelques mots pour finir sur la situation de crise actuelle et puis ses impacts sur le secteur de la mobilité autonome. Donc, quelques éléments de clarification pour commencer. Si on lit la presse aujourd'hui, et notamment la presse généraliste, on peut être assez confus. Il y a beaucoup d'amalgames, beaucoup de confusion autour du véhicule autonome qui déchaîne beaucoup de passion. Il faut savoir déjà de quel produit automobile on parle. Est-ce qu'on parle d'un véhicule individuel, un véhicule partagé, un véhicule collectif? Il faut aussi bien faire attention de quelle fonction d'autonomie on parle. Est-ce qu'on parle de véhicules sans conducteur, de véhicules automatisés, autonomes, délégués, la conduite déléguée? Il faut aussi faire attention à quel environnement de conduite on fait référence. La mobilité autonome sur autoroute et en ville, ce ne sont pas du tout les mêmes challenges, c'est pas du tout la même histoire. Et puis les dates. Alors les dates, là, on lit un petit peu tout et n'importe quoi. Des fois, on lit que la mobilité autonome, c'est déjà réglé. Waymo, la filiale de Google, a déjà un service de dépose autonome en Arizona. C'est l'histoire ancienne. Et puis des fois, on lit que la mobilité autonome, c'est une grande utopie. Ça n'arrivera jamais. C'est qu'une lubie de certains industriels. Donc, on est assez confus, en fait, sur le sujet, si on lit et on écoute tout ce qui se raconte. En fait, c'est assez simple. Il y a une échelle qui existe, qui classifie les différents niveaux d'autonomie, l'échelle de la SAE, Society of Automotive Engineers, qui classifie les systèmes du niveau 0 au niveau 5. Le niveau 0, il n'y a aucune assistance active dans votre voiture à la conduite. Le niveau 1, vous avez soit une assistance longitudinale, soit une assistance latérale. C'est typiquement des systèmes qui existent aujourd'hui, qui sont les régulateurs adaptatifs de vitesse.
ou l'aide au maintien dans la voie. Si vous avez une voiture récente, vous avez sûrement un de ces systèmes, et donc votre véhicule est sûrement un véhicule de niveau 1. Si vous avez une voiture encore un petit peu plus récente, vous avez probablement un véhicule de niveau 2. Le niveau 2, c'est la combinaison de ces deux systèmes en même temps, régulateur adaptatif de vitesse et aide au maintien dans la voie. Si vous avez ces deux fonctions-là, vous êtes au niveau 2. Mais au niveau 2, on ne parle toujours pas de délégation de conduite et donc de véhicule autonome. Ce sont des systèmes d'assistance à la conduite. Vous, vous êtes conducteur à tout moment et en charge à tout moment de la conduite. Les vrais véhicules autonomes, la vraie délégation de conduite, elle apparaît au niveau 3. Le niveau 3 vous permet de ne plus être responsable de la conduite pendant certaines périodes. Au niveau 3, ceci dit, le véhicule peut vous demander de reprendre le contrôle et vous devez le faire dans un temps qui vous est imparti. L'industrie parle typiquement de 8 à 10 secondes pour vous permettre de reprendre le contrôle pour le niveau 3. Donc, l'humain reste le backup au niveau 3. Vous n'êtes plus en charge de la conduite à tout moment, mais vous restez le backup en cas de besoin. Le niveau 4, c'est pareil, mais vous n'êtes pas le backup, vous n'êtes plus le backup. Le véhicule peut vous demander de reprendre la main, mais si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas en mesure de le faire, il saura se mettre en sécurité tout seul. Et puis le niveau 5, alors là, on parle plus de conducteur et de passager, tout le monde est passager. Il n'y a plus de commande, il n'y a plus de volant, plus de pédale. Et donc, le véhicule de niveau 5, c'est le véhicule qui est capable d'aller partout, dans toutes les conditions, à tout moment, sans jamais d'intervention d'un conducteur. Il n'y a plus du tout de conducteur. Donc, où on en est aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si vous voyez cette barre qui s'affiche devant mes dates. J'espère que non. Voilà, ça doit être mieux. Aujourd'hui, on est au niveau 2. Beaucoup de systèmes commercialisés aujourd'hui ont des appellations marketing un petit peu trompeuses. Ils s'appellent Autopilot pour Tesla, ils s'appellent le Drive Pilot, ProPilot. Mais tout ça, ce n'est rien que du niveau 2. Ce n'est pas du pilot, c'est de l'assistance à la conduite. Et donc ça existe depuis à peu près 2014. Le niveau 3 est le premier niveau vraiment où il y a la délégation de conduite et l'ensemble de l'industrie a dit 2020, 2021, arrivée des premiers véhicules avec des taux de pénétration de marché faibles, et à commencer par le haut de gamme, mais les premiers véhicules commercialement disponibles de niveau 3 cette année ou l'année prochaine. Il y a même une exception à ça, Nissan au Japon a un véhicule de niveau 3 depuis fin 2019. Donc on est vraiment dans l'arrivée des véhicules, les premiers véhicules à délégation de conduite en ce moment. Niveau 4, l'industrie automobile, peut-être certains d'entre vous font partie du secteur, a dit aux alentours de 2025, selon les constructeurs, 2023, entre 2023 et 2026, on va dire. Le niveau qui, lui, garde un gros point d'interrogation, c'est le niveau 5. Là, les prédictions engagent ceux qui les croient. On évoque de 2030 à jamais, à 2050, 2060. Donc, le niveau 5 reste aujourd'hui avec un gros point d'interrogation. On ne sait pas si ça arrivera un jour et si ça arrive quand. Voilà, en termes d'éléments clarificateurs. Aussi, je me permets, ne connaissant pas votre background là sur le sujet, de vous rappeler à quoi ça sert tout ça, pourquoi on fait du véhicule autonome, enfin pourquoi l'industrie fait du véhicule autonome. Alors il y a quelques grandes promesses, le temps bien sûr, redonner le temps de conduite à l'usager est la promesse principale. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on voit quand on regarde une publicité de voiture à la télévision, la plupart de notre conduite ne se fait pas sur des belles routes côtières où il y a personne ou dans des beaux virages de montagne où on peut vraiment s'amuser, avoir un vrai plaisir de conduite. Non, 80% de notre conduite aujourd'hui, c'est le commute pour aller au travail et en revenir dans des environnements généralement très contraints. Donc, ce n'est pas une conduite de plaisir, de qualité. Donc, si le véhicule autonome pouvait nous redonner ce temps de conduite perdu, entre guillemets, il y aurait vraiment de la valeur ajoutée là-dedans. Temps regagné pour faire quoi? Pour faire autre chose que de conduire, de l'infotainment, de la productivité, vous relaxer, ce que vous voulez. Voilà. Donc, le temps. La sécurité également. Les véhicules de niveau 3 et 4 là, sont basés sur des systèmes de niveau 2 aujourd'hui, des systèmes d'assistance à la conduite, qui ont déjà fait leurs preuves en termes de réduction du nombre d'accidents. Il y a déjà plus de sécurité grâce à ces systèmes-là.
c'est la branche de la sécurité automobile qu'on appelle la sécurité active, celle qui limite le nombre d'accidents, qui évite les accidents, les ABS, les ESP, les niveaux 2 et demain les niveaux 3 et 4, tout ça, ça évite les accidents. Là où la sécurité passive, les airbags, les ceintures, etc., réduisent la sévérité des blessures quand un accident est devenu inévitable. Donc la sécurité, deuxième grande promesse du véhicule autonome. Et puis, on voit souvent la réduction de la congestion. Alors là, il faut quand même regarder les choses en face. La congestion n'est pas liée au système autonome. La congestion, elle est directement liée à l'occupation spatiale des véhicules sur une autoroute. Alors, le véhicule autonome réduira la congestion que s'il permet de passer d'un mode de transport individualisé, de l'autosolisme, à des modes partagés. Donc, il y a beaucoup de compagnies qui s'intéressent aux véhicules autonomes, qui s'intéressent à des systèmes de robotaxi, là où les véhicules seraient partagés, embarqueraient plusieurs personnes. Donc, c'est que si la mobilité autonome est partagée ou collective qu'elle permettra une réduction du trafic sur nos routes. Voilà pourquoi le véhicule, en dernier élément d'introduction, pourquoi on n'en a pas aujourd'hui sur les routes des véhicules autonomes, ça fait quand même un moment qu'on en parle. Il reste certains challenges. Je vais vous enlever les sons de ces vidéos qui ne sont pas utiles, je vais les montrer. Il reste certains challenges techniques à régler. On dit souvent que le conducteur est piètre, que l'humain, pardon, est piètre conducteur. L'humain est pourtant une incroyable machine à conduire. Si on regarde un peu les statistiques, celle que j'ai en tête, c'est celle des États-Unis, où on a un mort sur les routes tous les 100 millions de miles parcourus, donc tous les 160 millions de kilomètres parcourus. Un mort tous les 160 millions de kilomètres parcourus. C'est quand même très très faible. Et donc on est, bien malgré ce qu'on pense, hein, on est quand même des incroyables machines à pour comprendre et faire sens et prendre des décisions dans des situations très complexes. On en a deux exemples aujourd'hui. Là, à l'écran, il est très difficile de programmer une machine, un véhicule autonome, pour faire sens, pour comprendre ce qui se passe dans ces situations-là. Alors que nous, l'homme, on arrive à s'en faire une idée, à prendre une décision et à s'en sortir, à naviguer ces situations-là, qui sont bien sûr extrêmes, hein, pour illustrer mon propos. Donc en haut à gauche, là, c'est de la conduite très humaine. Et en bas à droite, pour des capteurs de véhicules autonomes, une espèce de nuage blanc comme ça, on ne voit pas la chaussée, on ne voit pas les lignes, on voit à peine les bordures. C'est très compliqué de se repérer pour un véhicule autonome, alors que nous, humains, on arrive à faire sens de ce genre de paysage et on arrive à naviguer malgré ces contraintes-là. Alors, je poursuis en disant, nous, l'infrastructure, nous, Vinci, on est des gens de l'infrastructure. Pourquoi on s'intéresse aux véhicules autonomes, hein? Après tout, on ne fait pas de véhicules, nous. Et quel rôle on a à jouer là-dedans? Alors, on se veut vraiment au support des challenges de la mobilité autonome. On se veut être apporteur de solutions pour les difficultés, les challenges actuels du véhicule autonome. Et je vous en ai montré que deux exemples vraiment non exhaustifs. Donc, on travaille au sein de nos différents projets sur la collaboration entre le véhicule et l'infrastructure. Cette collaboration peut prendre plusieurs formes. Il y a ce qu'on appelle d'abord la perception débarquée. Je vous en parlerai après, mais le véhicule autonome et ses capteurs comportent certaines limites inhérentes aux capteurs en termes de champ de vision, en termes de fonctionnement des capteurs. Donc, on pense qu'on pourrait, avec des systèmes de perception débarqués sur l'infrastructure, venir compléter cette vision embarquée du véhicule autonome. Je détaillerai ça dans le slide qui suit. Ensuite, si on veut envoyer de l'information au véhicule autonome pour l'aider à se positionner, à naviguer une situation difficile, il nous faut bien sûr de la connectivité pour envoyer cette donnée. Donc, on travaille aussi au sein de nos projets sur les couches de connectivité, les différentes technologies associées. La connectivité peut bien sûr servir à envoyer des informations au véhicule autonome, mais peut aussi servir à l'expérience on-board
On a parlé du temps regagné à l'intérieur du véhicule un peu plus tôt. Donc, si dans notre véhicule en mode autonome, dans quelques années, on veut faire du télétravail ou on veut streamer un film en HD, il nous faudra de la connectivité on-board. Donc, tous les services digitaux, l'offre digitale à l'intérieur des futurs véhicules autonomes devra être rendu capable par de la connectivité. On cite souvent la 5G pour ce type d'application. Et puis, autre rôle au pluriel que peuvent jouer les infrastructures, c'est tous les aménagements des éléments physiques, on va dire, de la route. Donc, les équipements de la route, les panneaux, les marquages, on travaille dans nos projets aux évolutions de ces équipements physiques de la route pour les besoins spécifiques du véhicule autonome. Des aménagements de chaussées aussi. Est-ce que les véhicules autonomes auront besoin d'une voie dédiée ou de centres de services dédiés pour venir se recharger, se mettre à jour, se stationner? Donc, en fait, sur les 3 niveaux qu'on voit à l'écran là, Vinci et ses différentes entités opérationnelles, que sont Vinci Autoroute, Vinci Énergie sur la connectivité, Eurovia sur toutes les infrastructures physiques, travaillent dans des projets collaboratifs, souvent avec des acteurs du secteur automobile, sur ces solutions-là pour aider le véhicule autonome là où il en a besoin et pour accélérer globalement son déploiement sur nos routes. Je vais juste maintenant détailler un petit peu un exemple de ces rôles-là sur la perception débarquée. J'espère que vous m'entendez toujours, c'est très silencieux de mon côté. Donc la perception débarquée, pour vous expliquer un petit peu plus en détail en quoi ça consiste, l'idée c'est vraiment de voir au-delà de l'horizon, c'est d'apporter une capacité de vision supplémentaire au véhicule autonome. Donc un véhicule autonome, typiquement, ça a plusieurs capteurs embarqués. Et chacun, de par la physique même du capteur, comporte certaines limites dans son fonctionnement et son champ de vision. Donc par exemple, une caméra, ça n'aime pas beaucoup les bruissements d'un soleil rasant. Ou un lidar, ça n'aime pas beaucoup toutes les particules d'eau en suspension. Donc, quand il pleut, qu'il y a beaucoup de projections derrière les véhicules ou des flocons de neige qui tombent, les lidars, les faisceaux laser du lidar viennent taper ces particules. Ça peut perturber la performance de la détection. Je m'arrête là. Les exemples peuvent être nombreux, mais il y a aussi une limite sur le champ de vision. Les capteurs du véhicule autonome, grosso modo, voient à peu près à 200 mètres, 250 mètres devant le véhicule. 200 mètres à vitesse d'autoroute, à 130 km/h, c'est un peu plus de 5 secondes. 5 secondes, c'est très peu comme temps de vision pour pouvoir anticiper des situations à risque. D'où l'opportunité pour l'infrastructure de venir étendre ce champ de vision embarqué par de la perception débarquée. C'est ce qu'on voit un petit peu sur la photo là en bas à droite. Le véhicule, grâce à ces capteurs embarqués, voit jusqu'à la fin de la zone jaune, mais il bénéficierait à voir un petit peu plus loin dans la zone rouge. Et nous, l'infrastructure, si on a des caméras de bord de route, différents capteurs, si on connaît vraiment l'état de notre de circulation sur ce tronçon-là, on peut venir le renseigner, lui envoyer de l'information pour lui dire ce qui arrive au-delà de ce que lui perçoit en temps réel. C'est ça le principe de la perception débarquée. Et nous, Vinci, alors comment on s'y prend pour faire ça? Alors chez Vinci Autoroute, donc on a à peu près 4400 km de réseau autoroutier concédé en France. Ces tronçons-là sont couverts en partie par des capteurs, et de la caméra, mais aussi d'autres capteurs. Et donc, dans nos projets, on utilise ces données, ces flux vidéo-là, auxquels on combine des algorithmes de perception débarquée développés par notre filiale chez Vinci Autoroute qui s'appelle Cyclope.ai. Cyclope.ai développe des algorithmes de machine learning au service des infrastructures routières et autoroutières. Donc, par exemple, on voit là des exemples de ce que Cyclope.ai s'est développé. Donc, à partir des images, on sait identifier un véhicule, le localiser, déterminer sa vitesse,
classifier des objets, sur la présence d'objets sur la voie, des véhicules arrêtés, toutes sortes de situations à risque. On sait aussi segmenter l'infrastructure pour indiquer au véhicule autonome où il a le droit de rouler, où il ne peut pas rouler. Et puis, lorsqu'on combine ça à de la connectivité, on sait ensuite envoyer toutes ces informations au véhicule autonome, ce qui lui permet d'avoir une meilleure compréhension de son environnement immédiat et à venir, et donc d'avoir un comportement global plus sécure et de mieux anticiper les situations que lui ne voit pas encore. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui c'est un des exemples des projets qu'on a en cours chez Vinci. Je ne peux malheureusement pas vous partager tous les exemples. Il y en a certains qui ne sont pas publics, qui sont encore confidentiels. Et pour terminer, je voulais juste vous dire, faire un petit état des lieux de la situation très particulière que nous vivons dans le secteur de la mobilité autonome. Alors forcément, cet état des lieux est un état des lieux à date. Hein, la crise actuelle n'est pas finie, donc on ne peut pas encore en faire le bilan, bien évidemment. Donc cela devra être remis à jour à la fin de cette période très spéciale. Si on regarde quand même à mars 2020 ce qui se passe, hein, là j'ai juste pris des exemples de certains des grands enablers, certaines des grandes briques techniques qui sont nécessaires aux véhicules autonomes. Donc la simulation, c'est quelque chose de très important pour la validation des systèmes autonomes, notamment pour démontrer la sûreté de fonctionnement des systèmes de véhicules autonomes. Pourquoi? Parce que comment on démontre qu'un système de véhicule autonome est sûr? C'est par les roulages. On fait des roulages physiques. Vous avez tous lu que Google et sa branche Waymo roulent depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, ils ont 400 véhicules, ils font des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et c'est comme ça qu'ils améliorent leurs algorithmes et démontrent, du coup, la sûreté de fonctionnement de leur système. Les roulages physiques sont très coûteux, très fastidieux. Et donc, la simulation, faire des roulages en simulation, est vraiment un moyen d'aller plus vite, de multiplier le nombre de kilomètres qu'on parcourt en simulation, du coup. Et donc, les travaux sont très nombreux dans le secteur de la mobilité autonome sur la simulation, sur l'utilisation de la simulation. Donc là, c'est juste un exemple récent d'une équipe du MIT qui publie ses travaux sur une meilleure collaboration entre la simulation et les roulages physiques, qui est assez intéressante. En gros, ils importent des données de roulage réel de manière très réaliste en simulation. Ils développent des algorithmes de contrôle et notamment de direction performants en simulation, qu'ils réexportent après sur des véhicules réels pour les tester dans un environnement de conduite réel. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est que ça permet d'accélérer les développements de simulation, ça permet d'accélérer le développement des algorithmes de véhicules autonomes, car la simulation, c'est un environnement réplicable, très sécure. Donc, ça continue. Apparemment, en mars 2020, il n'y a pas de ralentissement de ce domaine, de ce secteur de la mobilité autonome. Autre chose sur la mobilité autonome, c'est aussi les capteurs. Il y a beaucoup de choses qui se font sur les capteurs, beaucoup de développement, beaucoup de nouvelles sociétés qui développent de nouveaux capteurs, notamment les lidars. Le lidar est un nouveau type de capteur qui n'existait pas il y a quelques années pour les véhicules traditionnels, mais qui devient un capteur vraiment clé pour les systèmes de perception du véhicule autonome. Donc, toutes les semaines, voire tous les jours, il y a des nouvelles annonces de fabricants de lidar sur leurs produits. Donc là, ce sont des exemples d'un constructeur allemand, d'un fournisseur allemand qui sort son nouveau modèle de lidar, plus compact, avec une meilleure résolution, moins cher, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de travaux sur les capteurs actuellement. Au jour d'aujourd'hui, ce secteur ne semble pas ralentir dans le contexte de crise actuelle. Ça va peut-être changer d'ici 1 ou 2 mois. Ce qu'il faut noter aussi, là, j'ai pris un autre exemple non technique. On cite souvent des limites non techniques au déploiement de la mobilité autonome. Aux États-Unis, le cadre réglementaire, mais en France aussi, hein, grâce à la loi L'Homme, mais aux États-Unis, le cadre réglementaire s'adapte. On a notamment maintenant des nouvelles exemptions, des nouvelles exonérations plutôt, qui sont permises à certains types de véhicules autonomes, donc des véhicules
autonomes sans conducteur qui sont prévus pour la livraison de colis, de courses alimentaires, etc. Donc, depuis peu, ce type de véhicule est exempt d'un certain nombre de réglementations américaines qui étaient jusque-là réservées aux véhicules particuliers, aux véhicules manuels. Donc, si vous êtes fabricant d'un petit shuttle de livraison autonome sans conducteur, depuis peu, vous n'êtes pas obligé d'avoir des essuie-glaces sur votre véhicule, un volant, des rétroviseurs, etc., etc. Ça paraît bête, mais le cadre réglementaire ne permettait pas, outre les expérimentations, ne permettait pas de faire ça jusqu'à présent. Donc le cadre réglementaire évolue, et puis en France, la loi LOM aussi avait certaines provisions récemment pour permettre les expérimentations et le déploiement à terme des véhicules autonomes en France. Côté expérimentation, alors là, bien sûr, les expérimentations en cours ne sont pas obéissent à la même règle que tous les autres secteurs. Tout est arrêté aujourd'hui. Tous ceux qui font des essais de véhicules autonomes ont aujourd'hui arrêté leur roulage. C'est le cas pour Waymo, pour Uber, pour GM, pour Ford, etc. C'est aussi le cas pour les constructeurs européens. Plus personne ne roule aujourd'hui avec les prototypes. Bon, évidemment, ça se comprend. Là-dessus, restons optimistes quand même. Ces suspensions doivent être temporaires. Et puis, comme on l'a vu précédemment, la simulation permet de faire beaucoup de choses sans roulage physique, permet d'importer ces roulages physiques en simulation, de les retravailler, de les multiplier, de les rejouer à l'infini. Donc, c'est pas parce qu'on n'a plus de roulage physique que les développements des algorithmes de véhicules autonomes s'arrêtent. La simulation permet beaucoup de choses quand même. Donc, il faut le noter. Et puis, ce qu'il faut aussi regarder, c'est les investissements. Alors, les investissements, et les alliances, c'est un des indicateurs de l'activité du secteur. Il y a aujourd'hui, à Mars, encore beaucoup d'activités et beaucoup d'investissements sur le secteur de la mobilité autonome. Le plus notable d'entre eux, c'est bien sûr Waymo, la branche de Google qui s'intéresse aux véhicules autonomes, qui vient de lever 2,5 milliards. C'est bien des milliards, c'est pas des millions de dollars. Donc, c'est la première levée de fonds de Waymo depuis leur création il y a une dizaine d'années. Donc, c'est très, très significatif. Leur ambition, c'est de devenir vraiment l'Android du véhicule autonome, de développer la plateforme qui pourrait être appliquée à différents devices après, différentes plateformes automobiles, à l'instar d'Android pour les hardware de smartphones. Waymo, c'est vraiment leur ambition de vraiment devenir la référence du marché en termes d'OS, vraiment du véhicule autonome. Aussi, Five, une start-up anglaise qui lève 41 millions de dollars récemment. C'est assez notable. Les montants, généralement, en Europe, sont moins élevés que ça. Donc, 40 millions de dollars pour une start-up britannique, c'est significatif quand même. Et en termes d'alliance, les partenariats stratégiques continuent. À mars 2020, encore une fois, je mets des précautions là-dessus. Si on devait en citer qu'un, TuSimple, qui est une start-up américano-chinoise, californienne et chinoise, qui développe des systèmes autonomes pour les trucks, pour les gros camions américains, et qui a déjà une petite flotte de camions équipés, et qui s'allie à ZF, qui est un gros équipementier automobile. Donc là, c'est assez classique comme partenariat. On a de la techno innovante développée par une start-up qui s'allie à un gros acteur du secteur, un gros équipementier ou un gros constructeur qui a déjà les capacités industrielles de fabrication. Voilà, c'est une alliance, à mon avis, un type d'alliance tout à fait vertueux, et puis c'est assez classique dans le secteur, ce type d'alliance. Et puis pour finir, ce qu'il faut noter, une nouveauté, il y a pas mal d'articles là-dessus, sur l'essor des navettes autonomes au service des nouveaux besoins du Covid-19. Il y a notamment en Chine, mais pas que, on a aussi en Europe et notamment en Allemagne, des sociétés qui fabriquent des navettes autonomes de livraison sans conducteur, qui voient leur carnet de commandes se remplir très rapidement,
Pour quel type d'application? Alors pour la livraison alimentaire, pour la livraison de médicaments, de masques sanitaires, pour des applications logistiques, livrer toutes sortes de paquets, de pièces, de colis, pour la désinfection des routes. Donc tous ces cas d'application très Covid-19 pourraient être permis par ce type de véhicule. Alors c'est une bonne nouvelle pour le secteur. Ce secteur-là peinait un petit peu à trouver son marché. La technologie, disons, était prête avant le marché. Or là, on voit vraiment ce type d'objet venir finalement au service de la distanciation sociale qui nous est imposée à tous, ces véhicules, dans ce contexte-là, et c'est surtout en Chine, hein, viennent faire le lien entre les hommes qui ne peuvent plus se côtoyer, pour de la livraison, pour du nettoyage, etc., etc. Et donc, une des sociétés les plus actives sur le sujet en Chine s'appelle Neolix, et je vais vous montrer une petite vidéo de ce qu'ils proposent. Je vais vous épargner peut-être la musique pour pouvoir vous commenter. Je vous laisse lire. Donc, livraison de courses, désinfection des routes, transport de matériel près des hôpitaux, livraison de masques gratuite, contactless, c'est bien ça la promesse. Avec bien sûr un carnet de commandes dans la région de Wuhan qui se remplit à vue d'œil. Il y a aussi d'autres applications sur le transport, comme on le voit à l'écran, de patients qui commencent à faire son apparition. Et puis, donc, il y a des acteurs européens. Là, sur le transport de patients, c'est une navette de Navia qu'on voit. Hein. Navia, le fournisseur, le constructeur de navettes autonomes de la région lyonnaise. Et puis, il y a aussi une start-up allemande qui s'appelle Spring, hein, qui développe ce type de navette autonome sans conducteur et pour la livraison de colis, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment également. Voilà, donc aujourd'hui, à mars 2020, l'ensemble des développements, des investissements, des travaux techniques semblent continuer dans le secteur du véhicule autonome. Bien surveillé, car vous l'avez bien noté, que beaucoup de constructeurs automobiles sont à l'arrêt aujourd'hui. Donc bien surveiller l'évolution dans les mois à venir. Et puis, on ne s'y attendait peut-être pas, mais des cas d'application nouveaux qui émergent autour des navettes autonomes sans conducteur pour venir aux besoins de Covid-19 et notamment de la distanciation sociale qui nous est imposée. Voilà, merci. Je crois, j'espère qu'il nous reste un peu de temps pour des questions éventuelles. Oui, bien sûr, il y aura du temps pour les questions. Merci beaucoup, Pierre. C'était extrêmement clair. Je vais relayer une première question qui a été partagée sur le chat. Quel impact pourrait avoir la 5G sur l'écosystème que tu nous as décrit? Oui, très bonne question. En termes de connectivité, la 5G accélérera toutes les applications qui demandent ce que la 5G promet. Alors je vais être un peu moins mystérieux que ça. La 5G promet des débits très élevés et des latences très faibles. Donc, on peut passer beaucoup d'informations avec des latences très faibles et permet aussi d'isoler les types d'applications. Dans la 5G, il y a du slicing de fréquences. Donc, on peut isoler différents types d'applications. Donc, toutes les applications qui ont besoin de ces caractéristiques-là seront vraiment accélérées avec la 5G. Donc, la 5G est très attendue du secteur du véhicule connecté autonome. Par contre, la 5G n'a pas l'exclusivité des technologies de connectivité pour le véhicule connecté autonome. Il y a d'autres technologies, soit courte portée, basées sur du Wi-Fi qui existent aujourd'hui. Et puis, il y a aussi la 3G, la 4G, les versions antécédentes de la 5G sur le domaine du cellulaire qui existent aujourd'hui. Donc, on attend la 5G avec impatience, mais il ne faut pas l'attendre passivement. Il faut utiliser ce qui existe aujourd'hui déjà en termes de technologie de connectivité.
D'accord. Autre question, peut-être cette fois-ci plutôt axée sur les usages qui sont liés à l'essor des véhicules autonomes. Combien de temps, selon toi, peuvent cohabiter les véhicules autonomes et les conducteurs humains? Est-ce qu'il y aura un point de bascule en termes d'usage? Et est-ce qu'on peut imaginer à terme voir disparaître la conduite manuelle? À mon avis, euh, on en a pour au moins 50 ou 60 ans à venir de cohabitation entre véhicules autonomes et véhicules manuels. Il y aura peut-être certains cas d'utilisation où l'environnement sera dédié aux véhicules autonomes, par exemple des voies dédiées. Donc là, on pourra tirer bénéfice de la vie pleinement des technologies d'autonomie. Donc, on pourra faire rouler des véhicules très vite ou de manière très rapprochée, etc. Ce qui n'est pas possible avec s'il y a des conducteurs manuels au milieu. Par contre, de manière générale, la cohabitation va durer, oui, 50, 60, 70 ans. On ne pourra pas empêcher des gens qui ont des des vieux véhicules manuels de continuer à conduire. D'accord. Autre question, tu nous as détaillé les services qui sont pris en charge par les véhicules autonomes à l'heure de la crise et à l'heure où les humains en fait sont confinés chez eux. Comment est-ce que tu penses que ces services pourraient évoluer après la crise et est-ce qu'ils peuvent perdurer selon toi? Et si oui, à quelles conditions? Je pense que les services, l'essor qu'on voit sur les navettes aujourd'hui pourra perdurer dans d'autres contextes de crise. Malheureusement, le Covid-21 n'a pas l'exclusivité des crises, hein. Il y a d'autres crises qui nous arrivent. Donc, il y aura d'autres cas où ça sera absolument nécessaire, mais ce type d'application peut aussi servir dans la vie de tous les jours pour augmenter, notamment en environnement urbain, la circulation des biens. Si on peut imaginer des services de livraison, par exemple Paris Intramuros, avec ce genre de droïde autonome. Euh, on voit bien les restrictions à venir sur les camions dans Paris, la réduction du CO2. Ce type de droïdes et de navettes de livraison sont tous électriques. Donc, à mon avis, il y a d'autres applications hors contexte de crise qui vont bénéficier de ce type de technologie développée dans un contexte de crise. D'accord. Est-ce que selon toi, il va falloir rééquiper toutes les routes pour atteindre des normes suffisantes en ce qui concerne la circulation des véhicules autonomes? Oui, je vois la question. Normes suffisantes en termes de quoi? Je ne sais pas. Non, l'idée, nous, dans nos différents projets, c'est d'utiliser au maximum déjà ce qu'on a. Donc, on a déjà un certain nombre d'informations. Par exemple, si je prends l'exemple de l'autoroute, l'autoroute se digitalise aujourd'hui, indépendamment des histoires de véhicules connectés autonomes, hein, pour améliorer, optimiser le fonctionnement des systèmes de gestion de trafic autoroutier. On a déjà tout un tas d'informations qui sont digitalisées, centralisées. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont utilisables, exploitables pour le véhicule autonome, bien qu'elles n'aient pas été déployées, développées plutôt, pour le véhicule autonome. Donc, on réutilise au maximum l'existant. Et puis, en termes de hardware aussi, on a déjà tout un tas de capteurs dans la route, au bord de la route. Donc, dans un premier temps, on réutilise l'existant. Et puis, après, on verra s'il y a besoin de compléter avec des technologies supplémentaires. D'accord. Alors peut-être dernière petite question. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux rapide des recherches qui existent aujourd'hui sur le transport public et les véhicules autonomes? Est-ce qu'il y a certains REX que tu veux mettre en évidence et qui sont parlants selon toi? Oui, transport public. Alors, je pense qu'on parle que du routier. On enlève le train. Oui, il y a énormément d'expérimentations et de projets pilotes, notamment de navettes autonomes qui se passent en France et dans le monde, hein. On a en France, il faut quand même en faire la publicité, les deux leaders des navettes autonomes, donc des navettes entre 10 et 15 passagers au monde, hein, que sont Navia à Lyon et EasyMile à Toulouse. On est vraiment un leader au monde en France dans ce domaine-là. Un chiffre que j'ai en tête, mais je pense qu'il y a une ou deux personnes dans l'assistance qui auraient des chiffres plus précis que moi et qui pourraient du coup les taper là en parallèle. Je pense que Navia a
produit 160 navettes autonomes pour une centaine d'expérimentations de navettes autonomes de transport collectif, du coup, dans le monde ces dernières années. Donc, il y a beaucoup d'expérimentations actuelles. Et là, à mon avis, on est au point de bascule. Pour les navettes autonomes, en milieu urbain, mais pas que. On trouve aujourd'hui des applications de ces transports collectifs-là en dehors des milieux urbains. On est vraiment au point de bascule entre l'expérimentation et puis le déploiement commercial de ces services. Donc, tout à fait, j'en ai pas parlé. J'ai parlé essentiellement de véhicules particuliers, peut-être dans ma présentation, sauf à la fin, mais des navettes autonomes sont bien sûr vont venir compléter en fait l'offre de transport collectif telle qu'elle existe aujourd'hui. On peut avoir une offre plus granulaire, on peut avoir une offre étendue à des horaires où les bus ne circulent plus. Donc, on vient vraiment compléter l'offre actuelle par ces petites navettes qui viennent vraiment renforcer l'offre globale, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation. J'attire votre attention aux uns et aux autres sur la partie networking de l'outil Hopin auquel vous pouvez accéder via l'icône networking qui se trouve à la gauche de votre écran. N'hésitez pas à vous y retrouver les uns et les autres et à y retrouver également Pierre pour continuer vos échanges autour de vos questions. J'attire également votre attention sur la conférence de demain qui portera sur le numérique comme levier de renforcement de la congestion urbaine et qui sera animé par Camille Combe, chargée de mission à la Fabrique de la Cité. Merci beaucoup à tous pour votre attention et à demain. Au revoir. Merci, au revoir.